Nous avons déjà mentionné que pour produire un champ magnétique, ça prend un courant ou ça prend des charges qui vont être en mouvement. Ici, on va regarder la production d'un champ magnétique qui va être produit par un long fil rectiligne parcouru par un courant. Un fil parcouru par un courant produira un champ magnétique dont la grandeur sera proportionnelle à l'intensité du courant. Plus le courant va être intense, plus le champ magnétique autour du fil va être important. De plus, le champ magnétique est inversement proportionnel à la distance d'un point quelconque jusqu'au fil. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que plus on va s'éloigner du fil, plus le champ va diminuer. Et il va diminuer de façon proportionnelle à cette distance-là. Donc, l'équation qui va nous permettre de trouver le champ fait par un long fil, ça va être B fil va être égal à mu0i sur 2pi r. R étant la distance qui nous sépare du fil, I va être le courant qui va circuler dans le fil. Et là, on a une nouvelle constante qui s'appelle le mu0. Cette constante-là, ça va être égal à 4pi fois 10 à la moins 7 Tesla mètres par ampère. Et ça correspond à la perméabilité du vide. C'est une constante physique qui donne une indication finalement de la facilité que va avoir un champ magnétique à se propager dans le vide. Qu'est-ce que cette équation va nous dire? C'est que le champ fait par un fil va dépendre du courant et va dépendre aussi de la distance qui va nous séparer de ce fil-là. Par contre, ce que je viens d'écrire, c'est la grandeur du champ fait par le fil. Ça ne nous dit rien sur l'orientation du champ autour du fil. En fait, l'orientation, on vous dit les lignes de champ magnétique vont faire des cercles concentriques autour du fil selon la distance séparant le fil. Donc, je vais avoir un cercle, un autre cercle. Donc, dépendamment de où on va être, ça va créer des lignes de champ qui vont être des espèces de cercles autour de notre fil. Maintenant, il faut savoir dans quel sens la ligne de champ va-t-elle se propager, puisque c'est un cercle. Est-ce que ça va tourner en sens horaire ou anti-horaire? Pour déterminer le sens de rotation des lignes de champ, on dirige le pouce dans la direction du courant et les doigts s'enroulent dans la direction des lignes de champ. On va utiliser une règle de main droite et cette règle de main droite-là nous dit que lorsqu'on met le pouce en direction du courant, donc ici, je pourrais faire rentrer mon pouce comme vers l'intérieur de l'écran parce que le courant est comme entrant et on enroule les doigts autour du fil et à ce moment-là, ça nous donne l'orientation. Et vous, ça va me donner que ça va tourner dans le sens horaire dans ce cas-ci. Si le courant avait été sortant, donc j'aurais mis mon pouce dans ma direction, j'aurais enroulé mes doigts dans l'autre sens, ça aurait tourné en sens anti-horaire à ce moment-là. Le vecteur champ magnétique va être tangent bien sûr aux lignes de champ en tout point. Je peux faire le tour. On voit que les vecteurs champ magnétique tout le tour vont tout simplement s'enrouler autour du fil comme ça. Donc, si je veux savoir le champ magnétique qu'il va y avoir à droite du fil, ici, on voit que ça va être vers le bas. Si je veux savoir l'orientation du champ magnétique en haut du fil, on voit que ça va pointer vers la droite. Si je veux savoir le champ magnétique en bas du fil, ça va pointer vers la gauche. Et à gauche du fil, ça va pointer vers le haut. Donc, ça va être important dans les problèmes de savoir à quel endroit on se situe pour être capable de trouver l'orientation du champ magnétique. Le truc, ça va être d'utiliser la main droite pour être capable de savoir dans quel sens le champ va être orienté. Regardons maintenant la force qu'il va y avoir entre deux fils conducteurs parallèles qui vont être parcourus par des courants. J'ai par exemple deux fils d'Hydro-Québec qui sont parallèles un l'autre et qui seraient parcourus par des courants. On va voir qu'il va exister une force entre les deux fils à partir des concepts qu'on a vus jusqu'à maintenant, c'est-à-dire production d'un champ magnétique fait par un fil et aussi force magnétique subie par un fil qui est à l'intérieur d'un champ magnétique. Donc, commençons par se définir un premier fil qui va être parcouru par un courant. Ici, j'ai décidé de mettre le courant comme étant entrant. On va l'appeler le courant I1. Je vais venir placer l'endroit où va être situé le deuxième fil. Là, pour l'instant, je ne le dessine pas le deuxième fil. Je fais juste représenter par un point l'endroit où il va être. Et on va commencer par s'intéresser quel va être le champ magnétique fait par le premier fil à cet endroit-là. Le point en question va être situé à une distance D du fil.
On va s'intéresser vraiment au niveau du point. Quel est le champ fait par le premier fil à cet endroit-là? Comme le champ magnétique va s'enrouler autour du fil, si je prends la règle de la main droite, tantôt on avait dit que si je mets mon pouce en direction en 30 ici, j'enroule mes doigts, quand je vais arriver vis-à-vis mon point, bien, le vecteur champ magnétique va pointer vers le bas. C'est ce qu'on avait déjà déterminé juste avant, tantôt. Donc, je vais venir représenter le champ. Donc, c'est sûr que le champ va toujours être perpendiculaire à la distance entre le centre du fil et l'endroit où je veux considérer mon point. Voyez-vous, ça forme un angle de 90 degrés entre la ligne pointillée et le vecteur champ magnétique qui pointe vers le bas. Il faut juste se demander, est-ce que ça serait dans ce cas-ci vers le haut ou vers le bas? Et c'est la règle de la main droite qui va nous dire que c'est vers le bas. Ça va être le champ fait par le premier fil, que je vais appeler B1. B1 va être égal à quoi? On vient de voir que le champ fait par un long fil va être égal à mu0i sur 2πd. Dans mon exemple, il faut que le fil 1 soit un long fil. Sinon, je ne pourrais pas utiliser mu0i sur 2π fois la distance qui me sépare. Donc, le champ 1 va être égal à B1 qui va être égal à mu0i1 sur 2π fois d, la distance qui sépare le fil du point. Maintenant, je vais venir mettre le deuxième fil. Le deuxième fil, lui, il va être parcouru par un courant qui va être un courant I2. Mais ce courant I2 va être à l'intérieur d'un champ magnétique. Il existe un champ présentement sur le fil qui est dirigé vers le bas. Ce champ-là est fait par le premier fil. On vient de le calculer. Je continue de regarder juste la section pointillée. On voit que le fil qui a un courant I2 est dans un endroit où il règne un champ B1 dirigé vers le bas. On va aller calculer la force magnétique que va subir ce fil-là. La force magnétique, de façon générale, ça se calcule comme étant ILB, sinus de l'angle entre I et B. Si on l'applique sur notre deuxième fil, on va commencer par trouver son orientation. Pour trouver l'orientation, on utilise l'autre règle de main droite, c'est-à-dire on va placer notre index dans la direction du courant, c'est-à-dire je le mets entrant présentement. Je vais mettre mon majeur dans la direction du champ, c'est-à-dire vers le bas. On voit que le pouce, si vous faites ça, va pointer vers la gauche. Ça va être la force que va subir le deuxième fil. Donc, c'est la force sur 2 faite par le premier fil, parce que c'est le champ du premier fil qui va provoquer cette force-là. On va dire que c'est la force sur 2 faite par 1. La force sur 2 faite par 1 va être égale au courant I2 qui passe dedans, fois la longueur du deuxième fil, fois le champ qui règne à cet endroit-là. Ben, c'est le champ B1 qui règne à cet endroit-là, fois le sinus de l'angle entre le courant et le champ. Ils sont orientés à 90 degrés un l'autre. Finalement, on a que F de 1 est égal à I2 L2 fois B1, et le signe de 90, ça va valoir 1. Il va disparaître par la suite. La force sur 2 faite par 1 va être égale à I2 fois L2 fois le champ B1. Le champ B1, on l'avait déjà calculé, il vaut mu0 I1 sur 2πd. Ici, on rebrasse ça un peu, c'est-à-dire je vais envoyer le L2 du côté gauche, ça va faire F de 1 sur L2 pour comme trouver la force par unité de longueur. Pour chaque mètre de fil, ça va me dire finalement la force que je vais avoir. Les unités de ce qu'on va trouver, ça va être des newtons par mètre de fil que j'aurai du côté du fil 2. Ici, on voit que ça va donner, en rebrassant un peu, mu0 I1 I2 sur 2πd. Maintenant, on va s'intéresser à savoir, ce serait quoi la force que subirait le fil 1 maintenant. Donc, je vais regarder au niveau du fil 1 qu'est-ce qui va se passer. Il doit y avoir un champ qui va être à cet endroit-là, qui va être fait par qui? Qui va être fait par le fil 2. Le champ en question, on va venir le représenter. Il devrait être vers le haut. Pourquoi? Si je mets mon pouce en direction du courant I2, puis que j'enroule mes doigts, quand je vais arriver vis-à-vis mon fil 1, mes doigts vont pointer vers le haut. Encore une fois, il faut toujours que ça soit perpendiculaire à la distance qui sépare l'endroit où je calcule mon champ et le centre du fil. Dans ce cas-ci, c'est vers le haut. Il va y avoir un champ que je vais appeler B2. Ça va créer une force sur le fil 1 qui va être vers la droite. Pourquoi?
je vais prendre ma règle de main droite. On a un fil 1 parcouru par un courant qui est dans un champ magnétique B2 dans ce cas-ci, vers où va être la force. Donc, je vais mettre mon index dans la direction du courant I1. Je vais mettre mon majeur dans la direction du champ, donc vers le haut. Et mon pouce va pointer vers où? Bien, il va pointer vers la droite. Donc, je viens de trouver la force 1, 2. À cause du principe d'action-réaction, je peux affirmer que la force que subit 1 faite par 2 doit être égale et opposée, c'est pour ça que je mets le moins, à la force sur 2 faite par 1. Ce qui veut dire que les grandeurs doivent être les mêmes. Ce qu'on a trouvé pour le fil 2 doit être exactement la même chose que pour le fil 1. On n'a même pas à refaire de calcul pour le trouver, c'est directement le principe d'action-réaction qui s'applique. Et à ce moment-là, on peut conclure que la force par unité de longueur que vont subir les fils va être égale à mu0 I1 I2 sur 2 pi d. Et à ce moment-là, il doit absolument avoir un fil qui est un long fil. L'autre n'a pas besoin d'être un long fil parce qu'on trouve la force de toute façon par unité de longueur. Si on veut vraiment avoir la force, bien, on multiplie par la longueur, mais un des deux fils doit absolument être un fil infini, un fil très long. Pourquoi? Parce qu'on a calculé le champ à partir de l'expression mu0i sur 2 pi r, qui est l'expression d'un champ fait par un long fil. Cette expression nous permet donc de trouver la force par unité de longueur lorsque deux fils sont parallèles et parcourus par des courants I1 et I2 et séparés d'une distance d. On peut constater que lorsque les deux fils sont parcourus par des courants dans le même sens, la force va avoir tendance à les rapprocher. Il va y avoir une force d'attraction entre les deux fils. Si on avait pris un courant dans un sens, par exemple pour I1, et un courant dans l'autre sens pour I2, à ce moment-là, on aurait eu des forces qui auraient eu tendance à se repousser, donc qui auraient été vers l'extérieur. Deux fils parcourus par des courants identiques ont tendance à s'attirer, alors que lorsque les courants sont différents, ils vont avoir tendance à se repousser.